Bonjour tout le monde. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va discuter ensemble des interventions gouvernementales et particulièrement de l'impact d'une augmentation des dépenses gouvernementales sur l'équilibre macroéconomique. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va le faire à l'aide de notre modèle ISLM. Donc, si vous vous souvenez, le modèle ISLM, c'est un modèle qui permet d'analyser l'équilibre macroéconomique. Et c'est un modèle qui modélise deux types de marchés, le marché de la monnaie et le marché des biens et services. Et en fait, ici, dans le modèle ISLM, le marché des biens et services est plutôt modélisé par la courbe d'investissement et d'épargne, parce que lorsque les consommateurs prennent une décision d'investissement et d'épargne, eh bien, ça l'équivaut à dire simultanément qu'ils prennent une décision dans leur consommation. Donc, vous avez une courbe IS, qui est la courbe en vert, qui est une courbe à pente négative, qui nous montre la relation entre le niveau des taux d'intérêt et la production économique au pays. Et vous avez bien entendu la courbe LM, ici je vais la faire en bleu, la courbe LM qui, elle, représente l'équilibre sur le marché de la monnaie. Donc, c'est-à-dire quand est-ce que la quantité demandée de monnaie est égale à la quantité offerte de monnaie. Et sur la courbe IS, on regarde plutôt quand est-ce que la quantité d'épargne est égale à la quantité d'investissement sur mon marché des biens et services. Donc, cette relation-là ici, avec les taux d'intérêt, nous montre pour chacun des marchés quel est le niveau des taux d'intérêt qui permet de mettre ces marchés-là en équilibre en fonction d'une certaine production économique. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est donc de voir comment est-ce que l'augmentation des dépenses gouvernementales affecte chacun de ces deux marchés-là. Commençons par le marché de la monnaie. Est-ce que le marché de la monnaie est affecté par une augmentation des dépenses gouvernementales? Est-ce que les dépenses gouvernementales affectent l'offre de monnaie? Les dépenses gouvernementales n'affectent pas l'offre de monnaie. L'offre de monnaie est déterminée par la Banque centrale. Ensuite, est-ce que la demande de monnaie est affectée par les dépenses gouvernementales? Est-ce que les gens regardent comment le gouvernement dépense et se demandent combien est-ce que je veux détenir de monnaie? La réponse, c'est pas clairement non. Donc, on peut assumer que la courbe LM n'est pas modifiée directement par les dépenses gouvernementales. Ensuite, est-ce que la courbe IS, elle, est affectée par les dépenses gouvernementales? La réponse, c'est oui. La courbe IS, elle, va être affectée, va être fonction des dépenses gouvernementales. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les dépenses gouvernementales changent la courbe IS? Bien, allons voir d'où provient notre courbe IS. Donc, notre courbe IS, c'est la relation entre les taux d'intérêt, toujours, et la quantité d'épargne. Laissez-moi juste ici changer ma couleur. Donc, la quantité d'épargne en bleu et la quantité d'investissement sur le marché en rouge. Donc, on a une courbe d'investissement dans mon marché de l'épargne et de l'investissement. Cette courbe-là a une pente négative. Donc, pourquoi est-ce que ma courbe d'investissement a une pente négative? Bien, quand les taux d'intérêt sont très élevés, pour qu'une compagnie accepte d'investir de l'argent, elle doit s'attendre à avoir des rendements très élevés sur ses investissements. Et quand les taux d'intérêt sont plus faibles, eh bien là, c'est plus facile pour les entreprises d'investir. Les projets n'ont pas besoin d'être autant rentables. Et j'ai naturellement une courbe d'épargne, qui elle est ma courbe d'épargne en bleu. Donc en bleu, ma courbe d'épargne implique que lorsque les taux d'intérêt sont très élevés, vous allez vouloir placer plus d'argent de côté. Quand les taux d'intérêt sont plus faibles, vous n'allez pas être autant intéressé à placer de l'argent de côté. Et donc, j'ai finalement un équilibre sur ce marché-là au croisement de mon investissement et de mon épargne. Donc, comment est-ce que les dépenses gouvernementales affectent chacune de ces composantes-là? Est-ce que mes comportements d'investissement sont affectés par mes dépenses gouvernementales? Donc, l'investissement est déterminé par la rentabilité des projets des investisseurs. Donc, que le gouvernement décide d'investir de l'argent ou non dans l'économie, à première vue, à moins d'avoir des dépenses gouvernementales très précises, il ne semblerait pas que la courbe d'investissement soit particulièrement affectée par un changement dans les dépenses gouvernementales. Est-ce que l'épargne est affectée, elle, par vos dépenses gouvernementales? Eh bien là, je crois que c'est assez clair que oui. Et ici, on va commencer à faire nos premières distinctions entre l'économie classique et l'économie keynésienne. Donc, commençons par se présenter une identité. Donc, le revenu d'un individu, en fait, l'épargne d'un individu va être égale à son revenu moins ses dépenses de consommation
moins ce qu'il doit éventuellement payer au gouvernement en termes de taxes. Donc, les dépenses gouvernementales, je vais les enlever du revenu de l'individu et ça nous donne donc son épargne. L'épargne du consommateur, c'est ce qui reste. C'est la balance de son revenu, moins ses dépenses de consommation, moins les dépenses du gouvernement. Donc ici, on pourrait assumer logiquement qu'une augmentation des dépenses gouvernementales doit faire diminuer le niveau d'épargne. Ça, c'est un point de vue très conséquentialiste ici de mon identité. Une augmentation des dépenses gouvernementales doit faire augmenter l'épargne. Donc, doit faire diminuer l'épargne. Donc, une diminution de l'épargne dans mon graphique devrait impliquer un déplacement vers la gauche de ma courbe d'épargne. Génial. Donc, ça ferait augmenter les taux d'intérêt. Pour un PIB donné dans mon économie, mes taux d'intérêt augmentent. Donc, mes taux d'intérêt ont augmenté. Maintenant, est-ce que ce résultat-là est le seul résultat qu'on peut imaginer? Eh bien non. Vous avez un concept qu'on appelle l'équivalence ricardienne. Et ça, l'équivalence ricardienne nous dit que les consommateurs, lorsqu'ils voient l'augmentation des dépenses gouvernementales, ils peuvent s'attendre à une augmentation de taxes dans le futur. Donc, ils vont diminuer leur consommation pour aller contrebalancer cette augmentation-là des dépenses gouvernementales. Donc, quel effet va être le plus fort? Est-ce que l'effet de l'augmentation des dépenses gouvernementales va prévaloir ou est-ce que l'effet de la diminution de consommation va prévaloir? Eh bien, généralement, on va assumer que les dépenses gouvernementales vont prévaloir. Pourquoi? Parce que les consommateurs peuvent rembourser ces taxes-là sur un plus grand étendue temporelle. Donc, on va observer un comportement d'échelonnage des consommateurs. Donc, les consommateurs, oui, vont diminuer leur consommation, mais ils vont la diminuer un tout petit peu. Ils n'ont pas besoin de contrebalancer l'augmentation des dépenses gouvernementales par leur consommation en une seule année. Ils vont accumuler un petit peu plus d'argent comme ça sur 3, 4, 5, 6 ans. Et donc, c'est logique de dire qu'on peut s'attendre, laissez-moi juste refaire ma courbe ici d'épargne, on peut logiquement s'attendre à une diminution de l'épargne dans l'économie. Comment est-ce qu'on attribue ça maintenant dans mon graphique ISLM? Comment est-ce qu'on analyse l'impact d'une dépense gouvernementale dans mon marché ISLM? Et on a vu que la courbe IS a un certain niveau de PIB donné, le taux d'intérêt pour le marché des IS, le marché de l'investissement et de l'épargne, doit augmenter. Donc, initialement, j'avais un taux d'équilibre, un taux d'équilibre ici, pour mon niveau de production. Et bien maintenant, je sais que pour ma courbe IS, ce nouveau taux-là doit être supérieur pour mon niveau de production. Donc, une augmentation des dépenses gouvernementales implique, je vais mettre ma flèche ici, retourner dans les couleurs multicolores, implique une diminution de l'épargne. Et une diminution de l'épargne, ça l'implique une augmentation de la courbe IS. Une augmentation de la courbe IS. Donc, graphiquement, mon augmentation de la courbe IS se traduit par un déplacement vers la droite de ma courbe IS, comme ça ici. Maintenant, on a un nouvel équilibre macroéconomique. On a un nouvel équilibre macroéconomique qui se trouve au croisement de ma nouvelle courbe IS et de la courbe LM. Et cet équilibre macroéconomique-là se situe ici. Donc, qu'est-ce qu'on remarque sur la production? On remarque que la production a augmenté. Est-ce que c'est la fin de notre analyse, ça? Est-ce que ça met fin à notre analyse, ce résultat-là? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'une augmentation comme ça de la production économique, on pourrait s'attendre à de l'inflation, à une augmentation du niveau des prix. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une augmentation du niveau des prix? Eh bien là, il faudrait aller voir sur le marché LM, mais je vais vous vendre un petit peu le punch. En fait, non, je ne vous vendrai pas le punch. Je vais effacer mon graphique IS ici maintenant et on va aller regarder ensemble le marché LM. Donc, qu'est-ce qui se passe sur mon marché LM lorsque j'ai une augmentation du niveau des prix? C'est ce qu'on va aller voir ensemble. On se souvient, on peut commencer déjà à réfléchir à nos courbes en même temps d'effacer tout ça. On se souvient que la courbe LM nous montre la relation entre la quantité offerte d'argent et la quantité demandée d'argent dans l'économie. Donc, la quantité d'offerte d'argent ici, je vais mettre mes quantités d'argent sur l'axe des X. On a toujours les taux d'intérêt sur l'axe des Y. Et j'ai bien sûr ma quantité offerte d'argent. Elle est déterminée par
quantité d'argent dans l'économie déterminée par la Banque centrale. Et remarquez que cette équation-là, on va dire que c'est la quantité d'argent réel. Donc la quantité de monnaie dans l'économie divisée par rapport au niveau des prix. Et vous avez une fonction de demande d'argent. Je vais ici y aller avec ma fonction de demande d'argent en rouge. Donc qu'est-ce qui se passe si le niveau des prix augmente? Donc le niveau des prix va affecter la monnaie réelle, l'offre de monnaie réelle. En fait, si vous êtes dans une économie qui a une certaine quantité d'argent limitée et que les prix augmentent, donc imaginez-vous que tous les prix augmentent, par 2 fois dans l'économie du jour au lendemain. Eh bien, pratiquement, c'est comme si vous aviez 2 fois moins d'argent dans votre portefeuille. Donc la quantité d'argent que vous possédez est beaucoup plus faible. On a donc une diminution de l'offre de monnaie réelle. Diminution de l'offre de monnaie réelle, qu'est-ce que ça l'implique pour mon économie? Eh bien, ça l'implique une augmentation des taux d'intérêt. Donc, pour un PIB donné, dans mon économie, on devrait s'attendre à avoir une diminution, une augmentation, des taux d'intérêt si vous avez une augmentation du niveau des prix. Donc, graphiquement, qu'est-ce que ça implique une augmentation? Et laissez-moi retourner en couleur ici. Une augmentation du niveau des prix implique une diminution de l'offre de monnaie, ce qui implique naturellement une augmentation de la courbe LM. Si je retourne voir dans mon graphique, pour un certain PIB donné, je vais m'attendre à avoir une augmentation des taux d'intérêt pour tenir mon marché LM en équilibre. Et on va retourner donc à l'équilibre macroéconomique initial. Moi juste recommencer cette courbe-là pour qu'on arrive au bon point. Donc on devrait augmenter une augmentation de la courbe LM. Et maintenant, on retrouve l'équilibre initial en termes de production. La production initiale, laissez-moi ici les identifier. 0, c'était avant le choc. 1, c'est au moment où le choc des dépenses gouvernementales affecte le marché IS. Et 2, c'est le moment où le choc des prix affecte le marché LM. Donc, initialement, vous étiez au PIB de Y0 et lorsque vous avez la fin du processus, l'augmentation du niveau des prix, vous retournez au même PIB Y2 ici. Vous avez juste vu une augmentation du niveau d'intérêt dans l'économie. Le niveau d'intérêt dans l'économie va avoir augmenté, mais la production économique, elle, n'aura pas changé. Et vous voyez donc ici la grande distinction entre les politiques, enfin, entre l'interprétation keynésienne et l'interprétation classique. Les classiques vont vous dire que les prix s'adaptent très rapidement dans l'économie. Donc, une augmentation des dépenses gouvernementales devrait presque immédiatement te ramener toujours à l'équilibre de long terme, à l'équilibre Y2. Et les keynésiens vont te dire, les prix s'ajustent tranquillement. Donc, pendant un certain moment, pendant une certaine période de temps, vous allez vous retrouver à l'équilibre Y1. Et les keynésiens, comme les classiques, sont tout à fait d'accord les deux sur ce résultat-là. À long terme, vous allez retourner à Y2. Donc la question qu'on se pose, c'est pour ça que souvent le débat keynésien classique prend une dimension très philosophique. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine d'augmenter les dépenses gouvernementales, donc de faire un déficit du gouvernement à court terme pour avoir une augmentation du PIB à court terme, quand à long terme, l'effet devrait être nul. Donc, c'est un petit peu la distinction qu'on observe entre l'interprétation keynésienne et l'interprétation classique de l'effet d'une augmentation des dépenses gouvernementales. J'espère que la capsule vous a aidé à mieux comprendre le rôle des interventions gouvernementales dans l'équilibre macroéconomique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça va me faire plaisir à moi ou à certains de mes collègues d'y répondre.